9h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue comme tous les jours de 17h à 19h avec Philippe David. Bonsoir Philippe. Bonsoir David. Cécile de Ménibus. Vous avez vu comme je ralentis pour dire votre nom là. C'est absolument ça glisse parfait. Tout doucement comme ça. On dirait du patinage Philippe artistique. David. C'est du patinage artistique. Ah, c'est très bien fait. C'est C'est Des beau. glissements, C'est glissement. en quelque sorte, non pas du désir, mais du prénom. Ça y est, les affaires reprennent. Je crois que Philippe Bilger. on sent que c'est vraiment le printemps vu les propos de Bilger Ah, mais ces derniers temps. C'est hein. dingue, c'est fou ça, ce Ben oui, côté-là. c'est comme ça. En fait, il se retient toute la journée. C'est tous les ans, moi, c'est comme ça. C'est au tout- printemps. et ça dure combien de temps, Philippe Bilger? Oh, ça s'arrête vers le 15 juillet. Vous savez, on a souvent, on a bien souvent, on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Vous Oui, savez. c'est ça, c'est Oui. ça. c'est Prenez ça. pour Jacques Brel. Ouais. Allez les amis, en tout cas, ce numéro de téléphone 0826 300 300 avec Philippe David, nos invités dans quelques instants. Je vous rappelle que Yael Braun-Pivet sera avec nous à partir de 18h jusqu'à 19h. Vous pouvez bien entendu nous appeler au 0826 300 300 pour déjà vous faire précaler entre guillemets par Aude. Allez, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Vladimir Poutine sèche les négociations d'Istanbul. Le président russe n'est pas venu en Turquie aujourd'hui comme l'y invitait l'Ukraine et ses alliés. La Russie sera donc représentée par une délégation de second rang. Alors parlons vrai. Pensez-vous que les négociations ont mal débuté, sachant que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a qualifié Volodymyr Zelensky de, je cite, pathétique. Et à la question, sans Poutine, les négociations d'Istanbul peuvent-elles aboutir? Vous dites non à 79%, pardon, ça vient de baisser. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Jean de Glignasti sera avec nous, ancien ambassadeur de France en Russie et directeur de recherche à l'IRIS et auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions Erol. Et puis, pas de coup de projecteur des vraies voix aujourd'hui avec cet invité, je vous l'ai dit, à 18h jusqu'à 19h, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, échangera avec vous et avec nos vraies voix du jour autour de cette table à l'occasion de son livre À ma place, publié chez Buchet-Chastel. Eh bien, c'est parti. Si vous voulez réagir, le 0826 300 300. Mais comme vous l'aviez déjà dit, c'était pour ça. Mais c'est pas ça, c'est la répétition, la communication. Alors c'est la parlons répétition. vrai. Vous voulez réagir? Interpellez la présidente de l'Assemblée nationale. Appelez la charmante Aude au 0826 300 300. Bienvenue dans les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Vous l'avez entendu, Philippe Bilger, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bilger. Ma chère Cécile. En face de- Bonsoir, Philippe David. Voilà, oh là, dites donc, vous êtes bien poli aujourd'hui. Ah, vous êtes bien poli aujourd'hui, Oui, on aime bien. vous savez ce En qu'il m'a face dit de vous, non? Devant Yael Braun-Pivet, je vais éviter de vous appeler le dodu parce que se demanderait où elle est tombée. Vous pourriez vous sentir offensé. Oh non, pas du tout. Alors moi, je vais pas me gêner, je vous le dis tout de suite. Éric Revel est avec nous, Bonsoir, éditorialiste Cécile, sur bonsoir. Sud Radio. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Éric Revel. Sylvain Lévy-Lévalency est avec nous, journaliste, directeur de la rédaction Radio Imo et spécialisé en économie et politique. Et on vous retrouve, bonsoir, tous les samedis matins. Pour Parlons Imo à 9h15. Voilà. Ah, Bonjour voilà. à tous Ouais. et merci. Avec plaisir. Avec ce numéro de téléphone, on vous l'a dit, 0826 300 300. Julien de Viry-Châtillon est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir à toute l'équipe. On est ravis de vous accueillir de Viry-Châtillon. Comment ça va Viry-Châtillon? Eh ben, il fait beau, donc on en profite là. C'est agréable. Très C'est bien. estival. Donc ça veut dire que vous êtes torse nu sur votre balcon, c'est ça? Vous allez bien Tout de même pas, mais Non. je profite dans le jardin. Je profite. D'accord. Et si vous avez répondu non, pas torse nu, nu tout court, vous auriez réagi Ah comment bah, j'aurais dit, Cécile envoyez-nous des photos. Et vous vouliez revenir plus sérieusement sur cette génération de Français qui détestent la France. Oui, tout à fait. C'est que j'entends beaucoup dans les médias qu'on blâme l'immigration, mais quand on regarde bien la population qui fout le bordel, c'est pas des immigrés, c'est des deuxième, troisième ou quatrième générations de l'immigration, mais c'est vraiment des générations qui se disent, qui haïssent la France, qui le disent ouvertement. Alors que dont ce soit certains, pas tous évidemment. Hein. Oui, pas Oui. tous évidemment, mais bien sûr. Mais malheureusement, c'est la minorité qui est visible Qui prend le pas sur qui les cache, autres. Voilà, Ouais. c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. C'est un peu ça le problème. Et on se retrouve avec énormément, mais moi je le vois sur les réseaux sociaux, énormément de gens issus de la diversité qui se retrouvent obligés de se justifier de ne pas être comme eux parce qu'ils sont salis et ils disent non, mais oui, on reconnaît qu'effectivement c'est problématique. Et moi la question que je voudrais poser, mon coup de gueule, c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce deux écarts? C'est des gens qui ne connaissent même pas leur pays et qui malheureusement crachent sur la France alors que ils sont français. Il faut
faut qu'ils finissent par l'accepter à un moment donné. Quoi. C'est un peu la difficulté, quoi. On va faire réagir autour de cette table Philippe Bilger. Mais je trouve que notre ami a tout à fait raison. Il y a certains Français, comme on les appelle parfois, de papier. Administrativement, ils le sont devenus, mais on ne peut pas dire, compte tenu des conditions dans lesquelles ils deviennent Français, qu'ils ont la France au cœur et dans l'esprit, par le langage, par la culture, par le respect. Ça me paraît évident. Éric Revel. Je pense qu'on paye un peu notre façon, par exemple, de ne pas être fier de notre histoire. Vous voyez, comment vous voulez-vous vous résoudre à aller dans la direction d'un pays qui est le vôtre si les gens qui sont sur place ont, par idéologie, masqué des faits de leur propre histoire. En fait, on a un problème en France par rapport à plein d'autres pays qui arrivent à intégrer largement. Je pense aux États-Unis. Quelqu'un qui arrive aux États-Unis, c'est le premier, une fois qu'il va être américain, à dire « je suis américain », même si ça fait que 2 ans qu'il est là. Oui. Parce que les Américains sont fiers de leur histoire. Oui, mais pour avoir été... pas comme élève, mais dans des écoles aux États-Unis, je peux dire que le matin, dans chaque salle de classe, il y a le drapeau des Américains et le drapeau de l'État. Et même dans certaines écoles, on fait la prière pour le pays tous les matins. Bien sûr. Donc nous, on a toujours mis ça sur le boisseau. On est toujours un peu anxieux à l'idée de parler de notre histoire. Donc comment vous voulez intégrer des gens si vous-même, vous n'êtes pas fier du passé, avec ses parts d'ombre et de lumière, hein. Il n'y a pas tout qui est glorieux dans l'histoire de France. C'est pas très étonnant. Sylvain Lévy-Valency. On parle des Français, j'entendais ce que disait notre auditeur. Julien. Julien, 3e, 4e génération d'immigrés. Il faut juste faire encore une fois un peu d'histoire, c'est ce qu'on disait. Voilà, il y a un creuset républicain qui s'est construit, qui s'est forgé avec l'immigration. Donc, il faut arrêter de fustiger systématiquement ceux qui auraient des origines d'immigration. À ce moment-là, on secoue le cocotier de l'arbre généalogique de la plupart des Français, il en tombera beaucoup et de tous les côtés. Première chose. La deuxième chose, nous avons des personnes qui sont marginalement en nombre, j'avais déjà donné quelques indications en chiffres qui ont été étudiées, qui vomissent la République, qui chient littéralement sur le pays. Ces gens-là, en fait, sont l'expression même, finalement, de ce qu'a produit, dans une certaine mesure, également, l'enclavement des banlieues, les problématiques de quartier, de mobilité, d'éducation et de plein de sujets. Appréhender le sujet uniquement par ce prisme-là, c'est réduire et servir un discours réactionnaire à ceux qui veulent bien l'entendre, et je peux vous dire qu'en ce moment, c'est plutôt le cas, et que cette structuration de l'idée, encore une fois, si on y ajoute du contenu, est beaucoup plus complexe, et que fustiger, quand on dit, excusez-moi Julien, 3e, 4e génération, voilà, je pense que ça mérite plus de nuances. J'adore Sylvain continue à déménager, comme à la foire. C'est ça. Merci mon cher Philippe. Vous restez avec nous Julien, on est ravis de vous accueillir ensemble. On est bien sûr ensemble jusqu'à 19h. Ce numéro de téléphone 0826 300 300 bien entendu si vous voulez commenter, poser des questions à Yael Braun-Pivet qui sera avec nous à partir de 18h. Le réquisitoire du procureur. On va parler de la corruption. Très bien. Eh bien, il n'y en a pas ici. Dans le qui c'est qui l'a dit, genre... Arrêtez, vous dites des choses... Ça y est, on a déjà bon, les il y en a un peu... Allez, à tout de Il y a les suite. réponses, donnez-les-moi. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David, Cécile de Ménibus. Si vous nous cherchez, on est là. Ça tombe bien. Merci d'avoir tourné le bouton du poste, comme on disait à l'antenne. Vous avez tourné le bouton du poste. Transistor, exactement. Philippe David est avec nous, bien entendu. Philippe Bilger aussi. Lui, c'était le poste à Galène à l'époque. Oh, mais arrêtez de dire ça. Mais laissez-le tranquille. Mais pourquoi dire ça? Mais c'est affectueux, il le sait. Cécile. La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà, c'est tout. Il venge du dodu. Voilà, voilà. Méchanceté, mais c'est pas possible. Éric Revel est avec nous, Sylvain Lévy-Valency aussi, et vous à son numéro avec Aude qui vous attend, 0826 300 300. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cécile, bonsoir mon dodu, bonsoir tout le monde. Et de quoi parlons-nous? Du Sénat qui vote pour une reprise du chantier de la 69, de Nicolas Sarkozy qui s'est fait enlever aujourd'hui son bracelet électronique, régime de libération conditionnelle permise par ses 70 ans, et puis de cette tatoueuse très prisée des rugbymen qui met en vente tous les maillots, shorts et autres ballons accumulés en échange de ses tatouages pendant des années. En 3 mots, chantier, bracelet et tatoueuse. Et tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur.
Philippe Bilger. Et c'est sur un domaine que vous connaissez particulièrement bien, monsieur le procureur, la corruption que vous voulez requérir. Il est intéressant d'entendre le sénateur Jérôme Durain, qui est socialiste et qui préside la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Il a donné un entretien très intéressant dans un hebdomadaire et qui peut se résumer de la manière suivante: la corruption est un sujet honteux pour l'administration. Il raconte à quel point, en se promenant dans toute la France, il a été frappé de voir non seulement un phénomène de corruption qui s'amplifiait et qui a pris sa source depuis les révélations des magistrats marseillais il y a quelque temps, et il insiste sur un élément qu'on sous-estime. Il dit il n'y a pas seulement le problème de la corruption d'initiative de gens structurellement malhonnêtes, mais des gens qui ont peur pour eux, pour leur famille, pour tout leur environnement à cause des menaces, et en quelque sorte ils deviennent sujets à de la corruption tout simplement parce qu'ils ont peur. Ce ne sont pas des malfaisants intrinsèques, ce sont des gens qui ont peur, et je crois savoir que le ministre Retailleau a pris l'ensemble des propositions de ce rapport d'enquête sénatorial. En tout cas, l'entretien est très passionnant. Oui, mais on parle de quel type de corruption? J'ai pas bien saisi, Philippe. La corruption ordinaire liée au narcotrafic, les gardiens de prison, parfois même les magistrats, il y en a, tous ceux qui d'une certaine... tournent autour du secteur. Voilà, exactement. Ouais. Éric Revel, ça vous inquiète? Oui, vous savez, il y a quand même la question qu'on peut se poser quand vous voyez cet enlèvement raté de personnes liées à la crypto-monnaie, quand vous voyez l'ampleur du trafic de drogue en France. On peut quand même se demander, quand vous voyez les masses financières en jeu, on peut quand même se demander si le risque, c'est pas de voir la France basculer dans une sorte de... Je crois que Retailleau a parlé de mexicanisation. C'est ça, hein. Bon, voilà, on en est là maintenant. Narco-État. Oui, narco-État. Si on prend les critères du FMI, on est un narco-État. Bon, voilà, il y a 3 critères pour le FMI. Donc c'est vrai que pour le FMI, c'est très inquiétant et en même temps, est-ce qu'on peut être surpris, monsieur le procureur, parce que en réalité, encore une fois, les masses d'argent sont tellement considérables. La trouille aussi, quand vous êtes dans une prison et que vous êtes chargé de garder les prisonniers, les voyous. Si on menace votre famille ou si on vous fait comprendre qu'on sait où habite votre famille, bon voilà. Donc c'est inquiétant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en face de ça? Des magistrats, vous disiez aussi. Oui, hein, des magistrats, bien sûr. Il y a peut-être des politiques. Oui. Allez, Sylvain Lévy-Valency. Oui, la politique, bien évidemment, encore une fois, tout est politique. Ça révèle quelque chose, en fait. Ça révèle la faiblesse de l'autorité de notre État. Ça révèle la faiblesse des autorités qui, aujourd'hui, devraient être plus coercitives, devraient être beaucoup plus prééminentes. On a des personnes qui sont censées incarner l'ordre, la sauvegarde, les valeurs de l'État, et qui se mettent à avoir peur. Vous imaginez l'ironie du sort? C'est-à-dire qu'on a un système finalement qui se met à avoir peur d'un autre système. Je pense qu'on est très loin de la mexicanisation, on peut peut-être pas exagérer non plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement tout ça, ça pose question sur la façon dont l'État exerce son pouvoir. Parce que faut juste rappeler, sur les 200 points de deal qui existent aujourd'hui, il y en a un tiers sur lesquels les policiers n'entrent pas parce qu'ils ne veulent pas rentrer. À cause, encore une fois, de l'enclavement dans lequel ils se trouvent. Donc à partir du moment où l'État déserte certains territoires de la République, voilà ce qui se passe. Donc c'est pas exagéré d'imaginer qu'on est en voie de mexicanisation, pardonnez-moi. Vous dites il y a des points de deal, et on pourrait même parler de quartier. Il y a plus de 200, je pense, des points de deal. À Marseille. Je parle des points de deal. Alors, la totalité des points de deal, on n'est pas capable aujourd'hui de les identifier, je vous le dis tout de suite. Et quand je parle des 200 points de deal, c'est ceux qui posaient problème, dans lesquels on a eu des sujets extrêmement importants. Quand on a des personnes qui se mettent à sortir leur kalachnikov en pleine rue, en pleine journée, là on est sur un sujet, effectivement. Quand je dis qu'on n'est pas en voie de mexicanisation, ce que je dis simplement, c'est que sur d'autres pays, notamment en Europe, on est quand même encore loin de ce modèle-là. Encore faut-il aujourd'hui le rendre réversible avec un peu plus d'autorité. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Allez, le deuxième mot, bracelet, Nicolas Sarkozy. Non, mais on n'a pas commencé, hein.
Là, on était sur le réquisitoire du procureur. Là, c'est les deux trois mots dans C'est l'actu. très bien, je voulais savoir si vous suiviez. Allez, les 3 mots dans l'actu, pardon. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont chantier, bracelet et tatoueuse. Le Sénat adopte une proposition de loi de validation pour l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Un texte pour faire reprendre le chantier interrompu par le tribunal administratif. Certains se font offrir un bracelet pour leur anniversaire. D'autres, au contraire, se le font enlever. Nicolas Sarkozy s'est fait retirer aujourd'hui son bracelet électronique, régime de libération conditionnelle lié à son âge, 70 ans. Et puis elle est surnommée la tatoueuse du 15 de France. Les rugbymen lui offraient des maillots, des ballons, des shorts en échange de ses tatouages. Célia Polazzo vend ses trésors aux enchères demain. Les vraies voix Sud Radio. Va-t-on vers un tête-à-queue dans le dossier de l'A69 ? Pour rappel, le tribunal administratif de Toulouse avait interrompu les travaux déjà bien entamés de cet axe d'une 50aine de kilomètres entre Castres et Toulouse. L'atteinte à l'environnement n'était pas proportionnée aux gains attendus sur le temps de trajet, selon la justice. Mais une loi de validation pourrait faire reprendre le chantier. Elle a été adoptée aujourd'hui par le Sénat, texte porté par 2 sénateurs du Tarn, Marie-Lise Housseau et Philippe Folliot, qui plaidaient la cause de cette autoroute ce matin sur Sud Radio. Quand nous voyons un certain nombre de personnes qui sont extérieures à notre bassin d'emploi, qui sont pour nombre d'entre elles extérieures à notre région, qui vivent dans des grandes agglomérations où ils ont déjà des autoroutes, des gares TGV, des aéroports internationaux, tous les moyens de communication et qui sont là pour nous dire ceci n'est pas bon pour vous. C'est totalement inacceptable. Finalement, il y aurait 2 Frances. Une France qui aurait le droit à être connectée au monde et puis il y aurait une France rurale où nous serions des bouseux, si vous me permettez l'expression, et puis nous, on devrait vivre un petit peu à l'écart du monde. Le sénateur centriste du Tarn, Philippe Folliot, avec Maxime Liédo dans le Grand Matin Sud Radio. Et justement, je le disais, 2e mot, bracelet. Nicolas Sarkozy s'est fait retirer donc son bracelet électronique aujourd'hui. Il a eu 70 ans le 28 janvier, pouvait donc réclamer une libération conditionnelle avant la moitié de sa peine ferme d'1 an. C'est désormais chose faite. Un joyeux anniversaire en retard de la part du juge d'application des peines. Plus de bracelet à la cheville pour l'ancien chef de l'État. Pour rappel, ce régime de la peine ferme sous bracelet limitait ses possibilités de déplacement en dehors de la journée entre 8h et 20h, 21h30 au moment du procès de l'affaire libyenne. Autre dossier pour lequel une décision doit être prononcée en septembre. Cette peine, en tout cas sous bracelet, faisait suite au procès de l'affaire dite des écoutes. Logique, ce retrait de bracelet ? Alors, il y a eu la Légion d'honneur. Là, alors, il faut bien comprendre, je comprends que Nicolas Sarkozy ait voulu bénéficier de cela, mais ce qui me frappe, c'est qu'il avait indiqué à l'origine que jamais il ne demanderait le moindre aménagement. Mais il l'a fait. En bref, l'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel sera jugé pour le viol de la fille de son entraîneur. Annonce aujourd'hui du procureur de Mulhouse. Le nageur est soupçonné d'avoir une relation sexuelle en 2016 avec l'adolescente, une relation même plus à long terme, alors qu'il était hébergé chez son entraîneur. Lui avait 24 ans et elle n'en avait que 13. Et le 3e mot, tatoueuse, avec cette étonnante vente aux enchères demain à Neuilly-sur-Seine. La tatoueuse du 15 de France écoule ses trésors, des maillots, des shorts, des ballons liés au rugby de haut niveau. Il y a aussi quelques pépites liées au foot, comme un maillot de Laurent Blanc. Pendant des années, Célia Polazzo, tatoueuse prisée, notamment donc des rugbymen, échangeait ses tatouages contre ce genre de reliques. Elle en a accumulé tellement qu'elle avait même un temps ouvert un musée du rugby à Bayonne, qu'elle a depuis fermé faute de temps. François Thierry, expert sport à la maison de vente aux enchères à Gutz, nous donne quelques exemples de ces trésors qui seront mis en vente demain. Un tableau avec les maillots portés des 6 capitaines du tournoi destination en 2001. Fabien Pelouse, Keith Wood, Martin Johnson. Les maillots portés des matchs du tournoi destination. On a Nicolas Brusque qui est venu se faire justement un tatouage dans nos locaux. Il a donné à la tatoueuse et donc pour la vente un maillot de son match contre l'Irlande en 2004, un maillot de France-Irlande. Ils ont fait le Grand Chelem cette année-là. C'est un maillot assez sympa. On a tous les maillots du top 14 de Pro D2, des maillots portés, des maillots joués, des maillots préparés, des maillots signés par les joueurs, dédicacés par toute l'équipe parfois. François Thierry, expert sport, joint chez Agut par Amélie Béguin pour Sud Radio. La vente aux enchères à la maison Agut, c'est donc demain à Neuilly-sur-Seine. 200 objets estimés entre 300 et 50 000 euros. Et encore, c'est qu'une partie des trésors accumulés pendant toutes ces années. Autre actu, on a appris la disparition aujourd'hui d'une figure des journaux télévisés de France Télé. Daniel Bilalion a longtemps présenté les journaux de 13 ou 20 heures d'Antenne 2, puis de France 2. Il assurait pour les grandes occasions aussi les flashs spéciaux. Par exemple, quand le Breaking News, c'était pas tous les 4 matins comme aujourd'hui. Madame, monsieur, bonjour. Un télégramme laconique du secrétariat de l'ancien président de la République, monsieur François Mitterrand, annonce à l'instant
la mort de M. François Mitterrand. M. Mitterrand est décédé ce matin à 79 ans, dans sa 80e année, ce matin donc à Paris. Daniel Bilalian, qui avait ensuite pris la tête du service des sports de France Télévisions, il s'est éteint à l'âge de 78 ans d'une maladie, indique sa famille. Un petit mot peut-être, Eric Revel. Oui, j'ai été très touché par la disparition de Daniel Bilalian. J'ai écouté Gérard Roll ce matin sur CNews. C'est quelqu'un que je connaissais assez bien. Alors, c'était quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui avait un franc-parler. Qui peut-être, quand il a dirigé les sports à France Télévisions, était plus ou moins bien vécu en interne. Mais vous savez, quand vous dirigez un média, quand vous dirigez une entreprise, quand vous dirigez un service, vous n'êtes pas là spécialement, vous êtes là pour prendre des décisions. Alors ça plaît pas, mais moi j'adorais sa voix. Je me souviens que la première fois où je l'ai vu, je le regardais à la télé comme tout le monde, j'ai eu une impression forte. Il dégageait quelque chose, il avait un physique, il avait une voix, on vient de l'entendre. Et puis voilà, il avait des origines modestes. Son père avait fui le génocide arménien, le génocide turc sur la population arménienne. Et je pense qu'il avait gardé tout ça très présent. Et c'est vrai que j'ai été touché par sa disparition. Bon, je le savais malade, mais je ne savais pas qu'il était au bout de sa vie. Et j'ai été aussi très touché par quelqu'un que j'aime beaucoup et que je connais très bien, qui est Gérard Holz, qui ce matin, comme d'habitude, GG, il a réagi avec son cœur, en étant très touché. Je pense que toute la profession perd quelqu'un de formidable. Je le dis pas parce qu'il est disparu, mais voilà. Et puis je pense aussi à tous ses amis, à Jean-Claude Narcy, à tous les gens de cette génération. Merci beaucoup, en tout cas merci Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Poutine sèche les négociations d'Istanbul. La Russie envoie donc une délégation de second rang face à l'Ukraine et ses alliés. Alors parlons vrai, pensez-vous que les négociations sont mal parties, comme Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a qualifié Zelensky de pathétique? Et à la question, sans Poutine, les négociations d'Istanbul peuvent-elles aboutir? Vous dites non à 78%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et dans un instant, Jean de Glignastis sera avec nous, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions Erol. On vous souhaite la bienvenue, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec évidemment Philippe Bilger, Eric Revel, Sylvain Lévy-Valency et évidemment Cécile de Ménibus. Ouais, et c'est l'heure du Kiki. Non, non, là vous avez 20 minutes d'avance. Je sais l'heure d'espérer gagner. Non. Du grand débat. Je croyais que c'était l'équipe. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Dans un communiqué, Moscou a dévoilé la délégation présente à Istanbul avec un grand absent, Vladimir Poutine. Le dirigeant a envoyé Vladimir Medinsky, ancien ministre de la Culture devenu conseiller du Kremlin, pour représenter la délégation russe. Le président russe reste théoriquement un fugitif du droit international. La tension monte entre Kiev et Moscou avant le début des pourparlers en Turquie. Volodymyr Zelensky qualifie de farce la composition de la délégation russe envoyée à Istanbul. Vladimir Poutine sèche donc les négociations d'Istanbul. Le président russe n'est pas venu en Turquie aujourd'hui comme l'y invitait l'Ukraine et ses alliés. La Russie sera donc représentée par une délégation de second rang. Alors parlons vrai. Pensez-vous, comme l'a dit Donald Trump, que rien ne se passera tant qu'il n'aura pas rencontré Poutine? Et à la question, sans Poutine, les négociations d'Istanbul peuvent-elles aboutir? Vous dites non à 78%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité, Jean de Glignassis, est avec nous, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions Erol. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation, Philippe Bilger. À peine a-t-on en soi un souffle d'espoir en se disant qu'une accalmie, peut-être une suspension de la mort va arriver, que immédiatement la déception arrive. Certes, la vie diplomatique n'a jamais été un long fleuve tranquille, mais tout de même, je rejoins la question de Sud Radio. Je crois qu'en effet, tant que Donald Trump ne s'en mêlera pas directement dans un contact avec Vladimir Poutine, nous risquons d'être déçus.
par ailleurs, j'ai l'impression d'un immense jeu et tragique jeu puéril entre la volonté d'humilier les uns, de se camper dans une position de supériorité des autres, de croire que l'envahisseur est la victime ou que la victime doit être écrasée. J'attends véritablement avec beaucoup d'impatience le point de vue de monsieur l'ambassadeur dans ce mélange de triste matérialité et de tragique disparition de victimes innocentes, et puis d'une psychologie qui fait de ces maîtres du monde des enfants. Éric Revel. Bon, alors, bien sûr qu'on va écouter avec bonheur l'ambassadeur. Moi, j'ai le sentiment que de toute façon, il pouvait rien se passer en Turquie. Bon, d'abord parce que Poutine n'y est pas, mais surtout parce que ça me paraît être la vie normale de la diplomatie autour d'un conflit comme celui-ci. C'est-à-dire que des chefs d'État ne se déplacent physiquement, j'allais dire, que pour signer. Ils vont pas se déplacer dans les négociations. Ce qui est déjà bien quand même, c'est qu'il y ait des délégations même de second niveau ukrainienne et russe. Je pense que Donald Trump, qui pensait résoudre le conflit en 24 heures, puis en 2 mois, puis on verra, il a quand même signé un accord important avec les Ukrainiens sur l'exploitation de leurs minerais. Et je pense que l'homme d'affaires et le président des États-Unis, qui sont le même homme, va vouloir assez rapidement peut-être avoir un retour sur investissement, sur son engagement, notamment à protéger peut-être l'Ukraine ensuite. Donc les choses vont avancer. Mais là, je me faisais pas d'illusions. On n'imaginait pas Poutine arriver face à Zelensky, et même si Trump avait fait le voyage, puisqu'il est au Moyen-Orient en ce moment, pour signer au bout de 2 jours un document. Donc je pense que ça va prendre du temps, et l'ambassadeur le dira. Et la question que j'aimerais poser à monsieur l'ambassadeur, c'est Poutine veut-il vraiment la paix? Sylvain Violensi. Oui, rapidement, je suis assez d'accord avec ce que dit Éric Revel. Je voudrais juste, encore une fois, essayer peut-être de prendre un peu de hauteur sur le fait que on est sur l'aboutissement de la force de l'Europe qui pèse sur le conflit. On a l'impression que c'est un ultimatum qu'on a fixé à Poutine. Et qu'est-ce qu'on fait après si ça marche pas? Est-ce que l'Europe dit on vous avait averti, donc finalement c'est pas bien, faut pas continuer? Est-ce qu'on va se décider avec force peut-être de devancer les choses? Et encore une fois, je reviens toujours là-dessus, il faut toujours faire un peu d'histoire. Poutine teste la force de l'Europe. Poutine teste les forces bilatérales, les forces multipolaires en présence. Faut pas se tromper sur ce qui est en train de se passer. Et que si l'Europe, comme le président Trump, ne réagisse pas de façon forte, puissante, et je vais même aller plus loin, s'il faut même peut-être envoyer des troupes au sol, je pense qu'on arrive sur les limites de l'exercice. Il faut bien sûr ne pas le souhaiter, mais en tout cas, ce qui s'est produit et ce qui est en train de se produire, c'est aussi dans une certaine mesure peut-être l'aveu d'impuissance des pays d'Europe aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que la présence de Poutine était réellement importante aujourd'hui, à part sur la symbolique? Elle n'était ni importante ni prévisible. Comme il a été dit il y a quelques instants, dans l'esprit de Poutine, le chef d'État, il arrive pour signer de sa main blanche un accord qui a déjà été entièrement balisé. La dernière fois qu'il a négocié, il s'en mord les doigts, en tout cas c'est ce qu'il dit, c'est à Minsk, où en février 2015, il a négocié directement avec Merkel, Macron et Poroshenko. Et ça s'est retourné contre lui. Non, en 2015, c'était Hollande, monsieur l'ambassadeur. C'était Hollande, oui. Hollande, pardon. Oui. Merci. Et il s'en mord les doigts parce qu'il considère qu'on l'a roulé dans la farine. Nous considérons la même chose aussi, mais en tout cas son interprétation, et surtout l'interprétation de la droite nationaliste, c'est qu'il s'est fait rouler. Donc il négocie plus. C'est d'ailleurs pour ça que le 9 décembre 2019, à Paris, il était convenu un peu avant à Brégançon avec Macron qu'il ne viendrait que pour signer un accord qui malheureusement n'a pas pu être signé depuis. Donc il était exclu qu'il vienne, et il était d'autant plus exclu qu'il vienne que en fait ça se présentait comme un ultimatum. C'est-à-dire, moi je viens, dit Zelensky, et toi il faut que tu viennes, alors que c'est lui-même, Poutine, qui avait proposé de négocier directement, mais pas une seule seconde, il était venu à la tête de venir lui-même. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, en fait, l'enjeu de cette réunion n'est pas celui qu'on croit.
on sait bien, enfin en tout cas, on devrait savoir que les Russes ne bougeront pas d'un poil par rapport à leurs demandes de base et que les Ukrainiens ne sont pas en mesure de les accepter. L'enjeu, c'est en fait la patate chaude, si j'ose dire, c'est-à-dire ou le concours de beauté vis-à-vis de Trump, c'est-à-dire d'essayer de faire comprendre à Trump que l'Ukraine est partisan de la paix alors que la Russie ne l'est pas, et vice-versa. Donc, en fait, on essaye de jouer au maximum des ressorts psychologiques d'un échange de balles comme au ballon prisonnier pour essayer de faire apparaître l'autre comme le coupable de la perpétuation de la guerre. Or, en fait, pour des raisons différentes, totalement différentes d'ailleurs, ni l'un ni l'autre ne sont en mesure de faire la paix actuellement. Pour Zelensky, il voudrait bien, mais il peut pas parce que on voit tous les radiotrottoirs à Kiev et ailleurs. Son peuple ne lui pardonnerait pas de l'avoir emmené dans 3 ans de guerre et au bout de 3 ans de se retirer en laissant Zaporizhzhia, Kherson, le Donbass et surtout la Crimée aux mains des Russes. C'est pas acceptable politiquement. Il faut un temps de préparation, il faut qu'il puisse arguer en quelque sorte de l'énorme pression des Américains, il faut qu'il obtienne quelques concessions supplémentaires de Poutine. C'est trop tôt, c'est très clair. Quant à Poutine, il n'a pas tranché non plus et il penche plutôt vers le maintien de la guerre parce qu'il a l'avantage sur le terrain, qu'il est soumis aussi à une certaine pression des nationalistes russes en disant tu as l'avantage sur le terrain, c'est pas le moment de faire des concessions, même au nom d'une hypothétique normalisation avec la Russie, avec les États-Unis, avec un président qui a mis beaucoup de sanctions sur la Russie lors de son précédent mandat, qui n'est là que pour 4 ans et qui va avoir les termes sous 2 ans. Jean Glignassi, Philippe Bilger, mais court, et parce qu'après on part au 0826 300 300. Monsieur l'ambassadeur, j'ai été inspiré par la question d'Éric Revel qui me paraît centrale. À votre avis, est-ce que Vladimir Poutine veut vraiment la paix ? C'est difficile de répondre de façon tranchée à cette question parce qu'il y a un débat actuellement à Moscou entre ceux qui disent c'est le moment ou jamais de normaliser avec les États-Unis, c'est une chance historique, il faut y aller, quitte à limiter nos ambitions. Enfin, limiter ses ambitions, c'est quand même les 5 oblasts, la neutralisation de l'Ukraine et la levée des sanctions, c'est pas si mal. Et donc, d'un côté, il y a ceux-là qui disent faut y aller, il faut jouer le jeu. Et puis, il y a l'autre partie à laquelle Poutine est très sensible pour de multiples raisons, qui dit non, les Occidentaux ne sont pas fiables, il faut continuer, nous avons l'avantage sur le terrain, il faut y aller, on va gagner. Et je pense que pour l'instant, Poutine penche très fortement dans cette deuxième voie, étant entendu qu'il ne souhaite pas s'aligner Trump. Donc il est sur une ligne de crête, il faut faire plaisir. Enfin, en tout cas, ne pas se brouiller avec les Américains tout en continuant la guerre. On part au 0826 300 300, une vraie voix du jour. Bonsoir Julien. Bonsoir l'équipe. Oui Julien, une réaction peut-être. Une réaction, oui. Ouais, alors moi je pense qu'en fait les seuls qui ont un intérêt à ce que la guerre perdure, et c'était pour les mêmes raisons que la France avait tout intérêt à faire des guerres, du temps où les guerres se passaient à l'autre bout du monde, et c'était dans notre intérêt. La meilleure défense de la France, c'était les 5000 km qui nous séparaient de l'Afrique, et pour ça qu'on a toujours fait la guerre en Afrique, en tant que Français. Ce qui dérange les Américains, c'est que ça leur permet de vendre des avions, ça leur permet de vendre de l'arsenal et de se saisir de terre en Ukraine. Voilà le vrai intérêt. Donc en fait, je pense que le vrai problème dans cette guerre, c'est les Américains qui ont toujours poussé aux fesses derrière Zelensky pour qu'il aille au front. Et les Français qui sont soumis à la doxa de l'OTAN, ils n'ont pas le choix parce qu'on est désarmés sans l'OTAN. Sans les Américains, l'OTAN, c'est une coquille vide. Eh bien, on est en flippette et alors on suit tout ce que nous dit l'OTAN pourvu qu'elle continue à nous protéger. Et aujourd'hui, Trump n'a plus aucun intérêt à nous protéger. Il a bien compris que c'était une économie à fond perdu et que c'était pas dans l'intérêt. D'autant plus qu'aujourd'hui, les États-Unis, qui sont l'hégémonie mondiale sur le pétrodollar, est en train de se faire détrôner parce que tout le monde en a marre d'être sous son hégémonie. Et je pense qu'il y a un basculement du monde qui fait que c'est un basculement qui entraîne vers une guerre qui est une guerre de nécessité, de survie pour les États-Unis. Et je pense qu'en fait, il est là le fond du problème. Jean Glignassi. Et je pense pas que ce soit les Russes qui soient le problème, en fait, voilà. Jean Glignassi, pour répondre à Julien. Ce que Julien a dit est parfaitement exact en ce qui concerne Biden.
Trump, c'est différent. Je crois que Trump veut vraiment régler ses problèmes. C'est un businessman. Il y a deux choses qui l'intéressent, c'est le business et de ce fait aussi l'Asie qui est le cœur économique du monde. Donc je pense que la logique qui a été décrite à l'instant est une logique qui présidait aux actions américaines du temps de Biden et de l'administration démocrate. Les républicains ne sont pas sur ce pied-là. Ils voudraient vraiment régler la chose. Quant à l'OTAN, l'OTAN, c'est nous d'une certaine façon. Vous savez, l'OTAN, c'est une organisation intergouvernementale. Il suffit qu'on lève le doigt et qu'on dise non, et rien ne se passe. Donc si l'OTAN agit comme ça, c'est parce qu'on souhaite qu'il agisse comme ça. Sylvain, Elie Valency. Faudra dire ça. Oui, monsieur l'ambassadeur, je voulais juste vous poser une question. Deux secondes. Allez-y, Julien. Il faudra expliquer ça par rapport à l'OTAN à monsieur De Gaulle, qui avait très bien compris le problème de sortir de toutes ces unions avec les États-Unis. En 66, oui. Sylvain Lévy-Valency. Oui, monsieur l'ambassadeur, je voudrais juste vous poser une question, sans faire de comparaison historique. Quand le chancelier allemand Adolf Hitler envahit les Sudètes et qu'on laisse faire avec l'Europe, alors qu'il y avait un traité qui permettait d'intervenir, quand il fait l'annexion de l'Autriche, on laisse faire, on espère une paix probable. On se rappelle de Chamberlain qui secoue ce papier en disant j'ai gagné la paix, et en fait les dés étaient joués d'avance. Y a-t-il une comparaison, monsieur l'ambassadeur, entre le fait que Vladimir Poutine peut-être a dans son dessein, avec cette idée de la Grande Russie, une volonté hégémonique de tester finalement les forces en présence, ou finalement, vous l'avez dit vous-même, que si l'OTAN n'a pas réagi, réagira-t-elle maintenant, et laissons-nous faire finalement arriver quelque chose dont on ne pouvait finalement pas penser, un nouveau dictateur hégémonique dont on avait pensé qu'on enterrerait cette idée-là ou pas. Jean Glignasti. Il y a évidemment beaucoup de différences très importantes avec ce qui se passait en 1938 et ce qui se passe maintenant. Les nazis avaient d'abord leur programme était écrit noir sur blanc, donc ils voulaient dominer l'Europe et conquérir les pays, d'abord la zone germanophone et ensuite le reste de l'Europe. Et puis la deuxième grande différence qui est encore plus importante, c'est qu'actuellement une guerre, ça signifie la destruction totale parce qu'il y a l'arme nucléaire qui est évidemment dans le circuit. Quant aux intentions de Poutine, c'est de récupérer, elle est affichée, il l'a dit, ça fait 20 ans qu'il le dit, revenir à la zone d'influence, non pas reconstituer l'URSS, c'est absurde de dire ça, il sait très bien, il n'est pas idiot, il sait bien que c'est pas possible, mais reconstituer une zone d'influence, et une zone d'influence, ça veut dire que les pays qui étaient autrefois des républiques socialistes soviétiques ne doivent pas rentrer dans l'OTAN. Ils ont laissé passer les 3 pays baltes pour des raisons historiques, mais ils ne laisseront pas passer d'autres. Donc les objectifs probables de Poutine sont assez connus. Alors maintenant, il y a une dimension émotionnelle pour l'Ukraine qui est évidente, pour les Russes, d'ailleurs pour les Ukrainiens aussi en sens inverse, qui peut évidemment conduire à des dérapages, et il y a toujours un risque d'escalade qui peut conduire à l'extension du conflit jusqu'à des seuils inquiétants. Mais la comparaison a quand même beaucoup de limites. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous. Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche de l'IRIS et auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions Erol. Vous restez avec nous, Julien, bien entendu. Dans un instant, on fait une petite pause et ce sera le qui c'est qui l'a dit. Juste avant, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui sera avec nous jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. C'est pratiquement, à mon avis, la seule radio où tout le monde peut s'exprimer. Merci. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de rare. Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Maintenant qu'on a attaqué le sérieux, il nous reste quoi, Philippe David ? Bien écoutez, le tout venant. Non, c'est parce que c'est quand même le point clé de l'émission. C'est un peu l'acmé de cette émission, hein, non ? Oui, absolument. Dans les vraies voix, le qui c'est qui l'a dit nous annonce généralement une deuxième partie moins bien ou bien. Oui. Mais vous vous rendez compte, Cécile, il connaît l'opéra, l'acmé ?
Oui, je ne suis pas si inculte que vous voulez bien le dire. De la blague. Soyez les bienvenus. Ouais. En tout cas, dans un instant, après le qui c'est qui l'a dit, quand on aura bien triché et bien dit des horreurs, nous accueillerons bien entendu Yael Braun-Pivet, la présidente de la, de la Légion d'honneur, n'importe quoi, de l'Assemblée nationale. Dans un instant, Julien, vous lancez le jingle. Bien, tout à fait. Bien, étant donné que nous avons Cécile de Ménibus et Dodu non, j'ai oublié son prénom. Non, pas Richard. Je l'appellerai pas comme ça. Philippe David Philippe, Philippe Bilger. Nous avons Philippe Bilger, voilà, c'est ce que je cherchais. Eh bien, nous avons tout le monde est nécessaire pour le duo des fleurs de l'opéra de l'Acmé. Magnifique. Sud Radio, le quiz de l'actu. Là, on peut dire que Julien, il connaît la musique. Hein. Ah, bah ça, c'est sûr. Un petit peu. Alors, qui c'est qui l'a dit? Il faut limiter les écarts de rémunération de 1 à 20. Julien. Ah bah ça c'est forcément à gauche et je penserais bien à Boris Vallaud ce matin. Oui, bonne réponse. Mais c'est pas toi. Je sais, c'est pour ça que je l'ai pas dit. Boris Vallaud qui était ce matin sur Sud Radio, président du groupe PS à l'Assemblée nationale. C'est qui l'a dit? Julien. Cette audition m'a mis mal à l'aise parce qu'elle ressemblait davantage à un procès de Moscou. Ça parle évidemment de François Bayrou hier après-midi. Bah François Bayrou, justement. Non, c'est pas du bord de François Bayrou. Non. C'est un peu sur une extrême. Tout le monde aurait pu dire ça. Ah bah c'est Tanguy, non? Non. Même bon. Je sais pas. Pas loin. Jacobelli. Non. Chenu. Bonne réponse. Bravo, Sonu. C'est des Eric Revel revenu. Les deux premiers, il en reste un. Revenu du diable Vauvert. Surtout, je l'avais vu hier. Qui c'est qui l'a dit? Mon duo, c'est avec Bruno Retailleau, pas Édouard Philippe. Julien. Attal? Non. Bonne réponse à la Philippe Bilger, l'a dit en premier. Philippe Bilger. Mais non, mais là. Vous voyez que je suis honnête. Comme vous dites en premier, je le dis. Oui, mais l'auditeur, il a le droit à 2 réponses. Non, il a ridicule. Mais non, mais tout à l'heure, il en a donné 2. Non. Ah si. Non. Non. Ah bah si. Il s'est gouré 2 fois. Non, mais il a pas eu les points. Repasser le rythme. Il a pas eu les points. Vous transférez votre mauvaise foi sur l'auditeur. Mais personne vous comprend. Vous parlez tous en même temps. Qui l'a dit, Julien? Je suis pour l'unité, y compris avec LFI, y compris avec Jean-Luc Mélenchon. Fort. Non. Comment? Tondelier? Non. C'est un homme. Un homme? Il s'est fait un peu éjecter du parti. Ruffin? Non. Éjecté du parti. Avec son épouse. Corbière. Il l'a dit en premier. Non, il l'a dit en premier. Il a dit Corbière. Alexis Corbière. Mais qu'est-ce que vous voulez, mon cher Eric? Je suis plus lent que François de Gaulle. Vous êtes très fort. Il est fort. Attention. Qui c'est qui l'a dit? Il y a une montée en puissance en France de la criminalité organisée. Julien. Claire. Un indice, c'est mon chouchou. Je le fais, mais bien sûr. Et c'est pas moi. moi. C'est à nous, ça y est? Non. Langochat, Julien. Julien quoi? Qui ça? Langochat là. Bonne réponse de Philippe Bilger. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Je l'ai vu ce matin. Qui c'est qui l'a dit? Julien. Bien sûr qu'on va continuer à avoir un besoin d'immigration. Alors, il est très connu, il a été ministre, il a eu des hautes fonctions à l'Europe, etc. Michel Barnier. À Hollande? Non, c'est pas la Hollande. Ministre des Affaires étrangères? Non, c'est pas la Hollande, c'est pas la Hollande, c'est une province, une région. Ouais. La 2008, non? Non. Pierre Moscovici. Non. Pensez une région. aux Côtes d'Armor, tout ça. La région Moscovici, vous connaissez? Non, une Côte d'Armor, Breton, Le Drian, non. Non, c'est Breton. Thierry Breton. Breton. Non, vous l'avez dit? Thierry Breton. Trop tard. Thierry Breton. Non, mais il a dit Breton, mais sans faire exprès, c'est ça le pire. J'ai dit Thierry Breton. Non, vous l'avez dit après. Si. Ah non. Non, non. Vous bigérisez. Il me semble avoir entendu Thierry Breton. Mais bien, merci. Non, mais Sylvain. Non, mais je vous le dis objectivement. Excusez-moi, il vous semble avoir entendu Thierry Breton aujourd'hui ou un autre jour? Non, là, parce que là, il l'a jamais dit. Non, un instant. Je suis totalement objectif. On ne se connaissait pas avec Eric. Non, il l'a pas dit.
Il l'a dit après. Ah, il l'a dit, mais après Philippe Bilger. Après Philippe Bilger. Eric, il a compris, il entend la bonne réponse et il la répète. Mais Thierry Breton, qui est le seul qui l'a dit sur ce plateau. On continue. Il y a des points à prendre, les amis. On y va, les amis. C'est à vous, Cécile. Qui c'est qui l'a dit? Il n'y a plus de leadership chez LR. Julien. Alors là, j'ai pas suivi du tout. C'est un maire. C'est un maire de grande ville. Oui. De fromage. Le fromage, donc c'est pas l'Isnard. Copé. Bonne réponse. Bravo, Sylvain. Le mot. Le maire de Le Meaux. brie de Meaux, absolument. Brie de Meaux. La copée. Qui c'est qui l'a dit, Julien? C'est très freudien. Sur un référendum sur l'immigration, ni un tabou, ni un totem. Ah ouais. Gaullier Béfort. Non. Julien. Non, moi j'aurais pensé à Ruffin. Non. Non plus. Pas du tout. Il est jeune. Il est jeune. Jordan Bardella. Bonne réponse de Sylvain Lévy-Valency. Président fini, du non RN. Ah bah là c'est fini, là, Ah, oui, c'est pratiquement. Je me hisse au niveau de Philippe Bilger. Non, il est mais j'en encore suis d'avance. loin. Il est encore d'avance. Non, Philippe Bilger, 12 points. Sylvain Lévy-Valency, revenu du Diable Vauvert, 6 points. Ouais. Eric et Julien, 3 Trois points. Donc personne n'est Fanny déjà, mais Philippe Bilger, qui a pu constater ma parfaite objectivité comme arbitre nonobstant ses affirmations fielleuses. Mais quel scandale. N'importe quoi. Ah mais si. Bravo Philippe Bilger. J'applaudis parce que je suis Ça devient une habitude maintenant. Bah ouais, ça devient une habitude. Et Julien, c'était un plaisir de vous avoir. Vous étiez top. Le plaisir était partagé. Je tiens à préciser qu'effectivement, j'avais bien donné 2 réponses de suite, mais comme personne n'avait surenchéri derrière mon erreur, j'en ai profité. Non mais excusez-moi, et en plus, Il est honnête. il est hyper honnête. Bon, merci Julien. Mais vous êtes trop honnête pour jouer. Qui c'est qui l'a dit, Julien? C'est pas C'est possible. pour ça que j'étais ravi. Voilà. Eh ben ouais, être honnête comme ça change de certains. Et j'insiste, Eric a dit Thierry Breton. Merci. Allez, après, mes amis, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Julien. Julien, j'ai 6 points. Vous restez avec nous dans un instant, le journal, la météo avec Rémi André, et puis Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, sera avec nous jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h avec autour de cette table Éric Revel, éditorialiste Sud Radio, bonsoir. Sylvain Lévy-Valency, journaliste et directeur de la rédaction de Radio Imo, que vous retrouvez tous les samedis matins à 9h30 pour Parlons. À 9h15. 9h15. Ouais. Non, c'est parce que ça a peut-être changé, c'est pour ça que je le dis. Quelle mauvaise foi. Parlons Imo, bien entendu, Philippe Bilger qui est avec nous. Et notre invité exceptionnel aujourd'hui, c'est Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de ce livre, À ma place, chez Buchet-Chastel. On va revenir tout de suite sur ce livre, sur l'importance pour vous aujourd'hui, en tant que première femme au perchoir, d'écrire ce livre pour raconter finalement une partie de votre vie, ce qui vous nourrit et ce qui vous fait aujourd'hui. Et cet aboutissement, alors je vous le souhaite encore plus loin, mais cet aboutissement finalement de se dire que de se battre, on arrive finalement, même avec un passé un peu lourd, à obtenir quelque chose et à finalement s'engager pour une France qui vous accueille. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous. J'avais envie d'écrire ce livre pour déjà essayer de déconstruire l'image que les Français ont bien souvent des politiques. Dire que nous sommes des héritiers, des privilégiés, des ambitieux. Parfois, ils sont beaucoup plus sévères. Ils pensent même qu'on est corrompu, qu'on pense qu'à nous-mêmes, etc. Et je voulais, en racontant... Il y en a eu quand même. Il y en a eu, évidemment. Mais je voulais, en racontant cette histoire, mon histoire politique, mon histoire familiale, etc., déconstruire un peu ça, montrer que la politique, c'était déjà quelque chose de très beau. C'est l'engagement pour les autres, pour les Français, qu'elle n'appartient pas à une caste de privilégiés, mais qu'elle appartient aux citoyens, que chacun peut faire de la politique, qu'on n'est pas prédestiné à faire de la politique. Et c'est mon cas, c'est le cas c'est mon histoire. Et donc, je vais dire, finalement, c'est une ode aussi à l'engagement. Engagez-vous, ne vous laissez pas confisquer la politique par quelques-uns. La politique, ça appartient à tout le monde et chacun peut y trouver justement sa place.
Philippe Bilger. Madame la Présidente, d'abord, je voudrais poser une question à la femme. Est-ce qu'au fond, aujourd'hui, la place de la femme est acquise en politique, mais est-ce qu'au fond, la femme qui a de l'ambition, c'est ça, pas le problème? C'est une vraie bonne question. On se bat depuis des années pour que la femme ait une place en politique. En témoigne un certain nombre de lois qu'on a dû adopter pour justement forcer cette place. Et donc, c'est toutes les lois sur la parité dans les élections départementales, régionales, à la sénatoriale, législative, etc. Cependant, effectivement, on voit bien que les femmes au plus haut niveau restent assez rares. Et donc, il faut qu'on s'interroge tous collectivement. À partir du moment où on représente 50% de la société, les femmes devraient toujours être autour d'une table décisionnelle, quelle que soit cette table, et occuper des fonctions de pouvoir. Il ne faut pas avoir peur d'avoir aussi de l'ambition. De l'ambition, c'est pas un gros mot, mais de l'ambition pour agir, pas pour occuper telle ou telle place. Et effectivement, aujourd'hui, on voit bien que sur toutes les fonctions régaliennes, par exemple, il n'y a que des hommes, que sur toutes les grandes institutions de notre République ne sont présidées que par des hommes. Je suis la seule femme à présider une grande institution de la République. Et ça n'est pas très normal en 2025. Donc on a encore une marche à franchir, clairement. Éric Revel. Alors, Yael Braun-Pivet, vous avez un atout fort, je trouve, c'est que... alors, on ne se connaît pas, hein, moi je peux le dire, enfin, on s'est croisés, on ne se connaît pas, on ne se fréquente pas. Moi, et pourtant, il gagne à être connu. Hein. Et je confirme. Ce qui frappe chez vous, c'est votre sincérité. Ça paraît évident. Alors, vous avez écrit un livre qui est sincère aussi. Vous parliez de la condition de la femme. Vous avez 5 enfants, je crois. Oui, tout à fait. Et dans votre vie, depuis la députation jusqu'au rang de ministre, puis à l'Assemblée nationale, vous avez eu affaire à des gens que vous citez dans le livre. Je pense à Stéphane Séjourné, je pense à Elisabeth Borne, je pense à Alexis Keller, qui, à chaque fois que vous franchissez une étape, en gros, vous disent « Non, mais va plutôt t'occuper de tes enfants, ou donne-moi ta démission ». Elisabeth Borne vous demande votre démission. Elisabeth Borne me demande de ne pas aller briguer le perchoir, oui. Bon. Nous te demandons de démissionner. Comment est-ce que vous êtes parvenu finalement à vous imposer? Parce que Elisabeth Borne était première ministre à l'époque. Bon, quand une première ministre vous demande de démissionner, normalement vous exécutez. Comment est-ce que vous passez les obstacles? Et puis je sais qu'à certains moments, comme je suis journaliste, à certains moments, ça a été très compliqué aussi avec le président Macron. Très compliqué. Mais même si vous écrivez une lettre en disant « formidable, vous êtes la première femme ». Bon, voilà. Comment est-ce qu'on passe par-dessus tout ça et à quel moment on doute? À quel moment on doute? J'ai envie de vous dire jamais ou tout le temps. Il faut toujours douter, de toute façon. Il faut toujours se poser des questions. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je prends la bonne décision? Et toujours peser le pour et le contre. Mais une fois que la décision est prise, j'avance. Je ne doute plus. Et donc le doute, il ne doit pas vous empêcher d'agir. Il doit vous permettre de bien agir. Et une fois que vous avez décider quelque chose, il faut avancer et ne plus douter. Ce qui est mortifère, c'est le doute constant qui fait qu'à chaque fois, vous vous posez la question, est-ce que je fais bien, etc. Cette question-là, moi, je me la pose plus à partir du moment où j'ai pris une décision. Après, comment on fait pour tenir? Je crois que c'est quand on sait qu'on fait quelque chose qui est juste, quand on est en cohérence avec soi-même, avec ses valeurs, avec ses convictions. Et puis, vous savez, chaque postes que j'ai occupés, ce sont des postes que j'ai conquis par l'élection. Et donc, ça veut dire que je ne les ai pas conquis seule. Ça veut dire qu'à chaque fois, j'étais entourée de parlementaires, de députés qui m'ont aidé, qui ont porté ma candidature et qui ont voté pour moi en majorité. Et donc, en fait, loin d'être un chemin solitaire, c'est un chemin très collectif. Et ça donne beaucoup de force pour justement résister à certaines pressions. Quand vous êtes seul, c'est beaucoup plus difficile et je n'ai jamais été seule. Allez, on fait une pause, on revient dans quelques instants et on reviendra à votre histoire familiale parce que c'est important aussi et ça compte beaucoup dans votre parcours. 0826 300 300 si vous voulez poser des questions. Vous êtes bien entendu les bienvenus. On la garde jusqu'à 19h, 20h, 21h. Non, je plaisante, madame la présidente. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour.
Avec 40 € de remise immédiate, la machine multiboisson Piccolo XS Dolce Gusto Krups, qui vous permet de réaliser plus de 40 boissons chaudes ou froides, est à 29,99 € au lieu de 69,99 €. Et c'est jusqu'au 25 mai chez Carrefour, Carrefour Market et sur carrefour.fr. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Référence YY4556FD, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr. Dites donc, cher voisin, on s'est offert une pergola. Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même. Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille? Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures. Des fenêtres et volets aussi? Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins de 30% avec livraison offerte. Usineonline.com? Faut que j'en parle à ma femme. Chérie! Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez. Leclerc, bonjour. Bonjour, vous avez des artichauts blancs français? Bien sûr, c'est la pleine saison. Ils sont tout frais, magnifiques. Oh, j'adore ça. Et du 16 au 18 mai, c'est juste 2,35 € les deux. Oh, là, je suis chaud. Je suis archi chaud. Eh bien, venez vite. En plus, chaque semaine, profitez de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 1,18 € la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 11-13 cm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Action célèbre l'ouverture de son 3 millième magasin en Europe avec des prix extrêmement bas, comme du gel douche Palmolive 750 ml pour seulement 2,47 € et nos serviettes douces et luxueuses Hôtel Royal 100% coton pour seulement 2,49 €. Pour des prix encore plus bas, rendez-vous en magasin ou sur l'appli. Action petit prix, grand sourire. Alors, on fait quoi aujourd'hui chez Bricorama? En ce moment, avec la carte de fidélité Bricorama, profitez de 20 € tous les 100 € d'achat sur tout le magasin. Et c'est seulement valable pendant 3 jours. Alors une offre pareille... Ok, on a compris, on se dépêche. Et pour nos 50 ans, encore plus d'offres à découvrir en magasin ou sur bricorama.fr. Ensemble, faisons grandir vos idées. Offre valable du 16 au 18 mai sous forme de bon d'achat ou d'avantage carte selon magasin participant dans la limite de 10 000 € d'achat. Réservé aux porteurs de carte et pour toute nouvelle souscription. Info en magasin et sur bricorama.fr. Grand frais. Ouais, Julie, je sais que t'es ma manageuse et que tu comptes sur moi, mais je vais pas pouvoir monter les marches de Cannes demain. Je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont de délicieux concombres croquants. Comment je peux résister? Eux aussi, ils me déroulent le tapis rouge à chaque fois. Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à vendredi, le concombre est à 75 centimes pièce et acheté par 2. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais! Le meilleur marché. Soit 1,50 € les deux ou 85 centimes la pièce seule. Origine France. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus autour de cette table. Philippe Bilger, Sylvain Lévy, Valency et puis Éric Revel. Et notre invité exceptionnel ce soir, c'est Yael Braun-Pivet qui est avec nous jusqu'à 19h. À ma place, ce livre chez Buchet-Chastel. Voilà, un livre qui retrace plein de choses de chez vous et qui démarre justement sur votre vie privée et votre vie familiale, qui raconte beaucoup de vous. Donc je voudrais que vous me racontiez juste un tout petit peu de vos grands-parents pour qu'on comprenne aujourd'hui votre trajectoire. Alors, mon grand-père est né en Pologne au début des années du XXe siècle, donc en 1905. Il était orphelin, donc il a émigré un peu en Europe de l'Est et arrive en France à la fin des années 20. Il s'installe à Nancy et il rencontrera là-bas ma grand-mère qui, elle, est une juive allemande qui est née à Munich et qui, avec sa famille, quitte Munich lorsqu'il y a les premières lois anti-juives et elle vient s'installer avec sa famille. Il quitte l'Allemagne avec une valise à la main et s'installe à Nancy. Ils se rencontrent à Nancy. Mon grand-père est tailleur. Et puis la guerre arrive et il va tout de suite, il n'hésite pas, il va s'engager dans la Légion étrangère, comme un certain nombre de Polonais à l'époque. Il n'a pas la nationalité française. Et puis il combat près de la Marne. Et puis la guerre s'arrête. Ils ont un périple dans toute la France. Ils s'installent en Haute-Savoie. Ils rentrent dans le maquis savoyard. Il va participer au parachutage des Glières. Il fait la libération de Cluse. Mon papa naît pendant la guerre, en plein mois de décembre. Ils sont cachés en Haute-Savoie. Et puis la guerre se termine. Il rentre à Nancy avec sa femme et son fils. Il est médaillé de la Résistance parce que il a combattu pour la France et il est naturalisé français. Donc j'ai le décret de naturalisation de mon grand-père avec ma grand-mère et mon père, puisque mon père était né en 43. Et après, il vivra une vie très paisible
paisible, très simple. Il a été tailleur toute sa vie. Ma grand-mère l'a aidé au magasin. Et puis, ils décéderont à Nancy, mon grand-père, en 1989. Et il est enterré là-bas. Et donc, il a vécu une vie simple et droite, mais d'immigrés polonais, elle d'immigrés allemandes, qui se sont devenus français de cœur et ont aimé par-dessus tout la France et ont considéré, et c'est ça moi qui m'étonne toujours chez mon grand-père, c'est qu'il disait toujours qu'il avait eu beaucoup de chance dans la vie. Et souvent, des personnes qui ont vécu les pires des drames se disent qu'ils sont chanceux. C'est fou. Et je pense que ça doit nous faire tous réfléchir quand on est parfois un peu des enfants gâtés de la vie, de se dire que ne nous plaignons pas quand on voit ce que certains ont pu traverser. Absolument. Sylvain. Alors, j'ai envie de vous dire, glücklich Behaid in Frankreich. C'est du yiddish. C'est la phrase que certainement votre père a prononcée, qui dit la chose suivante: heureux comme un juif en France. Et à la période où votre père fait quasiment 200 km à pied pour aller à Łódź, mon grand-père. Votre grand-père, pardon, à Łódź pour aller en France, et je crois qu'il a 8 ou 9 ans, c'est juste extraordinaire parce que, en fait, la rencontre de votre grand-père comme celle de votre grand-père, c'est une rencontre improbable. C'est à la fois une rencontre improbable avec un dénominateur commun, un amour fou, infini, pour cette France qui était une terre d'accueil, qui était un creuset, qui a accueilli les juifs ashkénazes qui fuyaient les pogroms de Kishinev, de Tbilissi. Voilà, ils venaient en France trouver cette paix. Quand le régime a changé, il n'a pas hésité. Il s'est battu pour la France. Et moi, j'ai envie de vous poser cette question. Peut-être qu'on vous posera certainement des questions plus politiques. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, parce que je l'ai littéralement dévoré, et ça m'arrive pas souvent de lire des livres de politique sur lesquels j'ai pris autant de plaisir à le lire. Merci. Je peux pas m'empêcher d'avoir un peu de projection personnelle, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que il y a tout votre engagement, toute votre sensibilité qui est engagée dans ce livre. Je trouve très jubilatoire, pour pas dire rassurant, la façon dont vous abordez les choses. Et moi, la grande question que je me dis, mais comment se fait-il qu'elle n'ait pas pu, que son engagement, que son intégrité n'ait pas pu être altérée par les multiples complots d'alcôves, les sournoises combinaisons des groupes politiques. Comment une femme qui a réussi sa vie de femme, avec 5 enfants, avec un mari qu'elle a connu dès le lycée, dans le 78, vous avez pu garder cette ligne droite. Je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, il faudrait que la société civile s'implique un peu plus en politique. Vous parlez d'or parce que je pense que vous êtes aussi l'incarnation, n'en déplace à certains, de ce que le multiculturalisme peut produire de mieux dans notre pays sans jamais renier vos origines, avec ce tronc commun qui est un amour fou de la République, d'être heureux en France et d'être fier de notre nation, de notre pays, ce qui est le cas à la fois des Juifs français, ou les Français juifs, mais également des Français de confession musulmane, bouddhiste ou autre. On laisse répondre. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait que je reste droite et moi-même? Je crois que c'est d'une part mon arrivée tardive en politique, qui fait que la réussite de ma vie ne dépend pas de la réussite de ma carrière politique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je peux avoir cette liberté qui est que je refuse de me compromettre, et si je me compromettais, en fait, je préférais quitter la politique que de me compromettre, en fait. Vous voyez? Et donc, ça me permet de rester moi-même et de rester très droite. Je ne suis pas prête à tout sacrifier pour réussir en politique. Après, j'ai de la chance, parce que j'ai une trajectoire politique de réussite, donc qui me permet d'agir, qui me permet de me sentir très utile. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de me sentir utile. Et je peux vous dire que lorsque j'étais engagée au Resto du Cœur, je me sentais très utile aussi. Et ça me suffisait, et ça suffisait à mon bonheur. Donc en fait, vous voyez, la réussite de ma vie ne passe pas nécessairement par la politique, et c'est ça qui me rend libre et qui me permet de rester droite. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans quelques instants, et vos questions au 0826 300 300, ça commence déjà à sonner. Brigitte de l'Essonne qui sera avec nous dans quelques instants. Soyez les bienvenus, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. C'est Lionel Rousseau. Tout à l'heure à 20h, le foot sans filtre dans But Football Club. Analyse franche et débat musclé en compagnie de Michel Moulin, Karim Zeribi et nos invités. À tout à l'heure, 20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et autour de cette table, autour de Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, avec ce livre À ma place chez Buchet-Chastel que on vous incite à acheter parce que c'est toujours très intéressant d'avoir, on est quand même une personnalité importante et dedans se joue quand même tellement enfin c'est un théâtre quand même, la politique. C'est là qu'on se rend compte que c'est toujours très compliqué. Vous aviez une question, Philippe Belligère, sur le titre. En effet, je trouve que le titre est très fin et c'est capital, un titre. Et j'aimerais votre avis là-dessus, Madame la Présidente. C'est un titre qui ménage le futur en disant je suis à ma place, mais ça veut pas dire que je vais y demeurer toute ma vie. Et en même temps, je le trouve modeste parce que vous dites je ne suis qu'à ma place pour l'instant. Donc c'est très habile un titre comme ça. Ça montre la richesse de votre personnalité. Merci beaucoup. J'aime bien le titre, je suis d'accord avec vous, c'est un peu immodeste, mais il y a aussi le côté venez à ma place. Donc il y a plusieurs entrées, venez à ma place au perchoir, venez, je vais vous emmener, vous montrer ce que ça fait que d'être au perchoir à l'Assemblée nationale en ce moment, comment on regarde ces parlementaires, comment on vit tel ou tel événement. Et donc j'aime bien ce côté plusieurs entrées, comme ça chacun peut le comprendre un petit peu comme il veut. Mais il y a plein de sensibilité aussi dans le titre, pardonnez-moi, parce que à ma place, ça peut aussi vouloir dire si vous saviez comme ça a été difficile, en fait, d'être à ma place. Si vous saviez comme c'est difficile d'être à ma place. Alors, je ne sais pas si c'est vous, parce que parfois, c'est les éditeurs qui trouvent les titres aussi, ou si c'est vous, mais c'est important. Je ne sais pas si on vous a déjà posé cette question, mais Philippe a raison. C'est même pas. Il y a une entrée émotionnelle très forte dans à ma place. Vous voyez. Mais c'est vous qui avez. C'est moi le titre et c'est moi la photo. Au départ, on était parti sur une photo complètement autre qui ne me plaisait pas et je voulais une photo du perchoir. Et en fait, on a regardé dans la banque d'images de l'Assemblée, c'est une photo qui est pas du tout posée. C'est une photo sur le vif de moi au perchoir. En plus, c'est joli. Il y a le petit ruban rose et tout ça. Et en fait, je trouvais que c'était assez signifiant, mais d'avoir aussi quelque chose de très naturel. Vous voyez, de pas ostensible, ostentatoire. Et le perchoir est juste, voilà, on le voit un petit peu, mais pas trop. On part au 0826 300 300, direction l'Essonne. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Brigitte, bienvenue. Bienvenue. Bonsoir à vous Philippe, Cécile, vos invités, Madame la Présidente Braun-Pivet, bien évidemment. Elle vous écoute. Alors, je tiens déjà à lui assurer de tout mon soutien face aux insultes antisémites auxquelles elle a dû faire face. Je tiens aussi à lui dire qu'on peut être qu'impressionné par sa force, sa pugnacité. Tenir le poste de présidente de l'Assemblée, ça doit pas être simple tous les jours avec un parti politique comme la LFI ou les trublions du NFP. Et donc, précisément par rapport au ruban rose auquel elle fait allusion, elle a expliqué aussi avoir eu un cancer. Et donc, pour tout cela, on peut que lui apporter notre soutien et notre respect, bien évidemment. Et la question que je voudrais lui poser, c'est comment elle a géré ses problèmes de santé graves avec un poste aussi prenant. Voilà. Yael Braun-Pivet. Alors le cancer s'est déclaré effectivement en janvier 2022. Je n'étais pas encore présidente de l'Assemblée nationale, mais j'ai mené justement ces batailles de front. Ça a été difficile, je vous cache pas. Opération, radiothérapie, etc. Ça fatigue beaucoup. Et j'ai eu de la chance d'être très bien soignée et d'être très entourée par ma famille. Mais j'ai eu des moments de désespoir. J'ai beaucoup pleuré parce que ça fait peur, le cancer. C'est clair. Et c'est très angoissant, mais voilà, la force de ma famille et puis peut-être aussi vous voyez le bouquet de fleurs de mon fils, mais aussi le fait les combats politiques que j'ai menés en même temps. En fait, ils m'ont donné de la force parce que quand vous menez des combats, finalement, vous vous dites que vous pouvez pas flancher parce que vous avez quelque chose à faire qui vous dépasse. Et ce que je faisais, être candidate aux législatives, devenir ministre, devenir la première femme présidente de l'Assemblée nationale, je crois que ça m'a donné beaucoup de force et que ça m'a aidée. Et c'est pour ça aussi que je défends beaucoup l'inclusion professionnelle des personnes qui sont atteintes de maladies graves, parce que le fait d'être entouré, d'avoir un sens à sa vie, d'avoir la capacité d'avoir une activité, ça aide pour pouvoir affronter la maladie. Le pire, c'est d'être seul, isolé, reclus chez soi. Et donc, il faut, après, en fonction de chaque situation, pouvoir adapter tout cela. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné beaucoup de force, en fait, de pouvoir
pouvoir mener tous ces combats de front. Vous avez raison, la fin Brigitte. de l'activité professionnelle, c'est terrible. Ah, mais c'est atroce. Yael Braun-Pivet, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Brigitte quand elle parlait des trubillons dans l'hémicycle. Quand on vous voit sur le perchoir, désolé, je vais parler devant Éric Revel qui a été un excellent joueur de tennis, j'ai l'impression que vous êtes sur une chaise d'arbitre avec 30 John McEnroe à gérer, qui n'était pas le joueur le plus facile. Est-ce que c'est pas un peu fatigant au bout d'un moment? C'est fatigant, parfois même j'ai honte parce que les Français me le disent que cette assemblée turbulente, c'est parfois elle les glace en fait. Mais à chaque fois je me dis que chaque député est là par la volonté du peuple, que les Français les ont élus, que les Français ont élu parfois des députés qui sont radicaux, qui portent des idées radicales, qui ont décidé de les porter de façon radicale, et que dans une démocratie, on a le droit de faire cela. Et donc moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que l'Assemblée nationale fonctionne, que tout le monde respecte les règles, et encore la semaine dernière, on a sanctionné deux députés. Avec la sanction la plus lourde qui existe dans notre règlement, et donc je suis intransigeante, mais en même temps, je pense toujours que cette Assemblée est le résultat de la volonté du peuple et que ma mission, c'est de respecter la volonté des Français qui ont voulu cette Assemblée. Madame Braun-Pivet, on va profiter de votre présence aussi pour aborder un peu l'actualité et la politique. Alors hier, il y a eu précisément une commission d'enquête. Pendant 5 heures, le Premier ministre a répondu au scandale dramatique affaire de ce collège catholique. Est-ce que vous pensez, au-delà de ce qu'on pourra dire sur le Premier ministre et la façon dont il est rentré dans cette commission d'enquête, est-ce que vous pensez que ce type de commission d'enquête, avec le brouhaha qu'il y avait autour, avec, me semble-t-il, pardonnez-moi, une présidente de cette commission d'enquête qui me semblait pas extrêmement à la hauteur. Est-ce que ce type de commission d'enquête qui donne l'impression qu'on est devant un tribunal populaire sans avocat, alors que le débat est filmé, ce qui n'est pas le cas pour un procès, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu la mécanique de ces commissions d'enquête ? C'est compliqué. C'est important les commissions d'enquête parce que c'est vraiment le contrôle qu'exerce le Parlement sur l'action des pouvoirs publics. Et donc ça, c'est vital dans une démocratie. Après, le champ de la commission d'enquête en cause, il est très large. C'est vraiment les contrôles que les pouvoirs publics font sur les établissements privés. Et donc l'affaire Betaram, finalement, est censée n'être qu'un bout de cette commission d'enquête, et malheureusement, justement, une chasse aux baies-roues d'ouverte violente. Oui, qui, je crois, n'est pas complètement dans le champ de la commission d'enquête. Voilà. L'idée, on a vu hier, et c'est pour ça qu'on était un peu mal à l'aise, c'était vraiment l'idée d'aller chercher François Bayrou, actuel Premier ministre, plutôt que de vraiment s'interroger sur la défaillance des pouvoirs publics, d'une façon générale, sur des dizaines d'années, sur des dizaines d'établissements scolaires, parce que c'est ça le cœur du sujet, et c'est là-dessus que la commission d'enquête devrait se concentrer, plutôt que d'aller chercher une responsabilité du Premier ministre. Donc après, voilà, c'est la liberté des parlementaires, c'est la liberté de la présidente de la commission, des parlementaires qui ont été nommés, et ça, vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir d'influence là-dessus, et c'est normal aussi dans une démocratie. Il n'y a pas de pouvoir hiérarchique. Il faut pas revoir le fonctionnement pour vous, il ne faut pas essayer d'améliorer un peu les choses. Alors, on pourrait les améliorer, mais si vous les améliorez, vous restreignez nécessairement cette liberté dont je vous parle, qui est précieuse dans une démocratie. Donc il faut faire attention à ce que l'on fait, parce que ça peut très vite avoir des effets pervers, et donc prenons garde. La commission d'enquête, moi je l'avais vécu, j'avais présidé la commission d'enquête Benalla. J'avais vu ce que c'est en fait une commission qui est très connectée à l'actualité brûlante. Ça marche pas bien. Une commission d'enquête, elle a besoin de pouvoir s'extraire de l'actualité, de pouvoir s'extraire de la fureur, de la pulsion. On doit prendre de la hauteur, on doit prendre de la distance. C'est vrai que là, c'est difficile, c'est compliqué. Ça donnait un peu l'impression d'un procès politique. Certains voulaient la tête du Premier ministre, voire de son gouvernement. De toute évidence. De toute évidence, certains instrumentalisent cette affaire pour avoir un profit politique. C'est triste pour le Parlement, mais c'est surtout triste pour les victimes de ces affaires-là, qui sont atroces. Sylvain Lévy, oui, vous le dites d'ailleurs dans la page 207 de votre livre, vous dites notre démocratie brûle et nous regardons ailleurs. Vous avez emprunté d'ailleurs cette phrase à Jacques Chirac à Johannesburg. Au 4e sommet de la Terre à Johannesburg en 2002.
Alors, on a décidé d'être très sympa avec vous, donc on n'a aucune difficulté. Nous sommes normaux. On sait recevoir. On vous a crescendo. On aime beaucoup votre livre. Moi, vous l'avez dit, c'est une véritable honte, les spectacles que nous voyons à l'Assemblée avec certains comportements de certains députés. Je me rappelle d'avoir assisté à une scène absolument pathétique avec le député Sébastien Delogu, que vous avez d'ailleurs apostrophé, puisque vous avez battu le record des sanctions en tant que président de l'Assemblée, et vous avez également battu le record des commissions d'enquête, bien évidemment, et ça révèle quelque chose, effectivement. Dans cette phrase, vous dites « nos démocraties brûlent », parce qu'en fait, on a l'impression, et c'est une question, qu'on touche aux limites de ce qu'on peut exprimer dans le pouvoir démocratique. Pouvons-nous tous exprimer dans une démocratie, alors précisément qu'on a élu des QI négatifs parfois dans certains pays. Quand je vois qu'un Sébastien Delogu ou une Ercilia Soudé, par exemple, méconnaît sa propre histoire, étant un député de la nation, il n'y a qu'une chose qu'on peut constater, c'est le désarroi qu'on peut avoir face à tout cela. Cette facilité, en fait, elle est déconcertante. Comment vous arrivez, parce que vous dites, je suis transpartisane, je travaille le compromis, on peut comprendre, c'est toute l'apanage de la démocratie, mais y a-t-il pas une limite dans tout cela, vu le contexte actuel ? C'est une question impossible, en fait. Parce que voudriez-vous faire ? Est-ce qu'on va faire le tri des députés en fonction de leur niveau d'instruction, en fonction de leur capacité à poser des arguments, à vouloir travailler ensemble? Non, on est dans une démocratie. Les députés, les citoyens ont le droit de se présenter à une élection. Il n'y a d'autres filtres que l'âge, la nationalité et la moralité. Nous avons les députés qu'on mérite. Donc, eh bien oui, et c'est à nous de faire fonctionner cette démocratie telle qu'elle est. Nous avons les députés qui sont élus par les Français, et chacun est aussi légitime à porter la voix des Français. Chaque bulletin de vote a la même valeur, ne vous en déplaise, et il n'y a pas d'électeurs de qualité et de députés de qualité, il y a des électeurs et des députés, et moi mon job c'est de faire fonctionner tout ça. Je suis pas d'accord avec tout le monde, je fais pas du transpartisan avec tout le monde, je travaille pas avec tout le monde. En revanche, en tant que président de l'Assemblée nationale, je dois respecter tout le monde, et je dois faire en sorte que chacun puisse exercer le mandat que le peuple lui a confié complètement, pleinement, quoi que j'en pense. Mais je voulais vous poser une question, mais vu votre réponse, je vais vous en poser une autre. Vous permettez, vous dites que tous les députés sont égaux. Est-ce que c'est logique qu'au bureau de l'Assemblée nationale, il n'y ait aucun député RN alors que c'est un parti qui fait beaucoup de voix aux élections? Alors non, ça n'est pas logique. Donc c'est que tous les députés ne sont pas égaux. Mais le problème, c'est que le bureau à l'Assemblée nationale, nous sommes une démocratie. Et donc l'Assemblée nationale a des règles démocratiques. Les personnes qui exercent des fonctions à l'Assemblée nationale sont des personnes qui sont élus. Et donc, on ne peut pas forcer les députés à mettre des bulletins de vote dans une urne avec tel ou tel nom. Et il a été choisi par une majorité de députés de ne pas voter pour des représentants Rassemblement national. Si nous voulions avoir un bureau, et moi je crois, et je plaide pour cela, avoir un bureau qui représente l'intégralité de l'Assemblée nationale, donc avec tous les partis, parce que vous parlez du Rassemblement national, mais il y a aussi le groupe MoDem, le groupe démocrate n'a pas de représentants au bureau. C'est pas normal non plus, mais il faudrait changer les règles du bureau pour ne plus avoir de vote finalement, mais pour avoir une représentation proportionnelle à chaque groupe. Au bureau, à chaque groupe. Mais ça, c'est un changement de fonctionnement, sachant, et ça c'est important, c'est qu'autant moi j'ai deux organes à l'Assemblée nationale qui sont des organes de direction, la conférence des présidents et le bureau. En conférence des présidents, chacun pèse en fonction du nombre de voix des membres de son groupe. Donc Marine Le Pen est celle dont la voix finalement pèse le plus en conférence des présidents, puisque c'est elle qui a le nombre de députés le plus important. Au bureau, une personne, une voix. J'ai 22 membres, j'ai une voix, moi, en tant que président de l'Assemblée nationale, et chaque membre du bureau a une voix. Donc en fait, si on imposait la stricte proportionnelle, on déséquilibrerait aussi les équilibres du bureau. Donc vous voyez, c'est pas très simple, mais en tout cas, je suis d'accord sur l'objectif. Chacun à l'Assemblée doit pouvoir avoir un juste droit à la parole, et donc le Rassemblement national et le groupe démocrate devraient être représentés au bureau. Vous savez que nous changeons le bureau tous les ans, et donc c'est des sujets qui vont revenir en discussion début octobre prochain, parce qu'ils seront à nouveau sur la table.
Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause avec un auditeur, Franck, qui sera avec nous dans quelques instants, et puis on reviendra sur ce sujet important, puisque vous avez absolument voulu ce sujet, la fin de vie, à l'Assemblée nationale, et vous l'avez mis à l'ordre du jour. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. C'est toujours un plaisir. Je déguste votre émission. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h. On a poussé un petit peu les murs pour faire la place à la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui est avec nous avec ce livre justement À ma place chez Buchet-Castel. Je le disais tout à l'heure, on va parler de la fin de vie dans un instant, mais Franck est avec nous au 0826 300 300. Franck, bienvenue à Sud Radio. Bienvenue. Et on vous écoute pour votre question. Oui, bonsoir toute l'équipe et bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir. En tant que personnalité politique, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de l'émission de Gilles Boulot qui a interviewé notre président lundi soir, étant entendu que je vous donne quelques pistes en ce qui concerne mon opinion, à savoir que je trouve que cette émission n'a pas été à la hauteur de celle qui aurait dû être consacrée à un président de la République. On avait l'impression que c'était plutôt des snipers qui étaient là pour tenter de déstabiliser quelqu'un qui n'avait pas tous les éléments techniques pour pouvoir répondre, que c'était plutôt une émission destinée à un Premier ministre plutôt qu'à un président de la République. Et je trouve que ce type d'interview, est-ce que ça n'est pas une erreur de casting ou une erreur de communication, dans la mesure où ça désacralise un peu la fonction de président de la République qui doit être avec une certaine hauteur de vue. Voilà. Je suis pas complètement d'accord. Alors peut-être sur le casting, ça je sais pas. Mais en revanche, je crois que le président de la République doit s'adresser aux Français et que finalement il le fait pas suffisamment souvent, et que on est dans un pays où justement on a tout le temps un président qui parle avec des annonces solennelles, un cadre très solennel visuellement, et qui parle rarement. Je suis pas fan de ça. Moi, je crois que le président de la République devrait être beaucoup plus en contact avec les Français, avoir beaucoup plus d'échanges, avec beaucoup plus d'échanges avec les journalistes, faire des conférences de presse régulières. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de cette proximité, d'avoir quelqu'un qui, au contraire, prend position, exprime son point de vue, explique aussi pourquoi il agit comme cela ou comme ceci. Parlons à l'intelligence des gens avec justement ces exercices plus fréquents démocratiques. Après, peut-être avoir des échanges directs avec les citoyens plutôt que de choisir telle ou telle personnalité, qu'elle soit syndicale ou politique. Je crois que ça serait aussi intéressant d'avoir parfois des citoyens français qui interpellent directement le président de la République pendant 1 heure, 2 heures sur un plateau télé ou sur une radio comme vous le faites avec moi. On a besoin de ça aujourd'hui, on a besoin de ces échanges francs et directs. Merci beaucoup Franck. Un petit mot avant de passer la voix à Éric Revel et Philippe Bilger sur la fin de vie, ce sujet très important, très lourd, très compliqué de trouver une voie entre tous les avis de tout le monde. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire à l'Assemblée nationale. Les débats ont enfin commencé. Ils avaient été interrompus il y a 1 an à cause de la dissolution. Nous avons réussi à les reprendre. Les débats se déroulent de façon très apaisée jusqu'à présent, très respectueuse des uns et des autres et des convictions de chacun. On sait que c'est très profond, c'est très intime, et puis on ne sait jamais ce que l'autre a vécu. Et donc il faut faire toujours très attention aux mots qu'on utilise parce qu'on peut blesser sans le vouloir. Et donc pour le moment tout va bien et moi je veille à ce que ces débats se déroulent le mieux possible. Nous allons, je l'espère, voter ce texte le 27 mai prochain, donc vous voyez c'est très rapide, mais après il y aura un processus législatif qui va durer presque 2 ans, et donc on va avoir le temps de bien faire mûrir reposer, tout cela, de bien faire reposer, de prendre évidemment, le Sénat va pouvoir se prononcer, et j'espère qu'on aboutira à un texte qui sera le mieux construit possible, qui protégera tout le monde, les patients, les familles et le corps médical. Philippe Bilger. Madame la Présidente, je ne pouvais pas échapper à cette dernière question. Vous avez montré la passion que vous éprouvez à diriger, à être à la tête de cette Assemblée nationale. C'est une prestigieuse fonction. Je vais euphémiser la fin de ma question. Est-ce que vous vous interdisez quoi que ce soit à l'avenir ? Je m'interdis jamais rien.
mais j'ai du mal à penser l'avenir lointain. Dans mon livre, je raconte que j'ai eu un peu 1000 vies. Et en fait, 1000 vies qui m'ont comblée. Et je ne m'étais jamais imaginée comme une mère de famille nombreuse épanouie. Et pourtant, je l'ai été. Je m'étais jamais imaginée responsable d'un centre de Restos du Cœur. Et pourtant, je l'ai été. Je m'étais jamais imaginée présidente de l'Assemblée nationale. Donc en fait, j'aime aussi que la vie me surprenne. Et donc, je ne m'interdis rien, mais je ne me projette pas sur demain, parce que je sais aussi qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup à faire et que les Français attendent de nous qu'on agisse aujourd'hui et pas qu'on se projette sur les années à venir de façon personnelle. Éric Revel. Les surprises suprêmes, vous ne les éludez pas concrètement. J'élude rien du tout. Un mot quand même sur la prestation du président de la République. Pardonnez-moi de revenir dessus. Là, vous faisiez de la politique. Hein. Là, je vous ai trouvé moins sincère dans votre explication qu'au début. Mais je vais vous poser une question. Il a accepté ce format. Ce qui était énorme, si vous voulez, c'est qu'on n'avait plus l'impression qu'il était chef de l'État. Vous savez, il y a là une phrase, très belle phrase de François Mitterrand qui dit « L'autorité est un mystère et le mystère est une distance ». Eh bien, ce soir-là, il n'y avait plus de mystère et il n'y avait pas de distance. Et il était comme un boxeur sous les coups, et ça m'a frappé, c'est la première fois que je le vois. Est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de vivre le crépuscule politique d'Emmanuel Macron? Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on a encore 2 ans d'action, on a encore 2 ans pour agir pour les Français, et le président, moi, je l'ai vu dans cette logique-là. Après, la distance, là non plus, je ne suis pas d'accord. On est responsable politique, mais on doit être proche des gens. Si vous n'êtes pas proche des gens, faites pas de la politique, passez votre chemin. La politique, c'est l'amour des gens. La politique, c'est la proximité, c'est vouloir les servir, et donc être avec les gens, à côté des gens, être à disposition pour pouvoir leur répondre. Je crois que c'est ça l'essence de la politique. Merci beaucoup, Yael Braun-Pivet, à ma place chez Buchet-Castel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous dans un instant, on va parler d'automobile, c'est un autre sujet. Oui. Ça va peut-être nous mener loin, Philippe David, je ne sais pas. C'est les vraies voix qui font rouler la France. Alors on va parler d'automobile et de mobilité, pas que, on va parler notamment de la concurrence dans le ferroviaire avec la SNCF qui maintenant a d'autres entreprises comme Trenitalia qui arrivent. On aura bien évidemment, on retrouvera Sud Radio Station Multiservice. On parlera de Robert Laure, grand industriel du camion qui nous a quittés très récemment. Et tout le menu, c'est jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus, on revient dans un instant.